Hé gamin, Quoi? tu aimes le contenu du Lennon? Ouais, ça va, ouais. Eh bien dans le doute, sois sympa et clique sur le pouce bleu. Abonne-toi aussi et appuie sur la cloche. Ça aide le Lennon et ça l'empêche de devoir se prostituer. Ah bon? Ah bah si ça peut aider pour ce que ça me coûte, quelle j'en ai à foutre. Et si jamais tu te sens sociable, n'hésite pas à laisser un petit commentaire. Ou un gros commentaire. Voilà, parfait. Oh là là. Oh putain, y'a Bob. Oh non, mais je suis fatigué, Bob. C'est l'heure. Il était une fois. Il était une fois un cuisinier. Un cuisinier qui travaillait pour la collectivité de son village qu'il aimait tant. Ce cuisinier avait un rêve. Il avait cuisiné bien sûr toute forme de viande qui passait par la forêt d'à côté. Sanglier, biche, daim, même un peu de chouette et parfois même des rats pour les plus pauvres d'entre eux. Mais il avait un rêve et se disait « Un jour, je cuisinerai un dragon. De la viande de dragon, un bouilli de dragon, une marmite de dragon, un ragoût de dragon, des côtes de dragon. » Un dragon, voilà bien des siècles que personne n'en avait combattu. On en entendait parler dans les légendes, on en parlait aux enfants pour leur faire peur, pour ne pas qu'ils sortent le soir. Le cuisinier avait besoin de conseils, il avait besoin de connaître quelqu'un, de se faire entendre conter des histoires d'anciens. Il alla donc quérir des conseils auprès de sa belle-mère. C'est une femme de grand âge. Elle connaît nombre d'histoires qu'elle aimerait raconter quand j'étais petit, après que ma mère soit morte et que mon père se soit remarié avec elle. Pour elle, c'est quand même ma mère, et je le sais, elle est extrêmement sage. Si quelqu'un sait où se trouve un dragon, c'est elle, qui était extrêmement vieille. Elle était vieille, ça pour être vieille, elle était vieille la vieille. Elle était vieille, mais elle sut lui dire qu'il était possible de tuer et de terrasser un dragon. Et s'il y avait quelque chose que les anciens disaient dans leurs chansons, dans leurs comptines, c'est que pour terrasser un dragon, il fallait impérativement une hache. Et pas une épée. Et pas n'importe quelle hache. L'épée rebondit sur les écailles du puissant dragon, Dit la petite vieille. la hache, elle, se plante profondément, comme elle fend le tronc. Une hache, se dit le cuisinier. Je pourrais demander au bûcheron, mais ce serait un véritable défi de le convaincre de s'en séparer, se dit-il. Il se dirigea néanmoins au seul endroit où il était à même de croiser d'autres corps de métier. Lui, le cuisinier, lui qui connaissait tout le village, lui qui le nourrissait depuis si longtemps. Il était apprécié, il était aimé. On va au seul endroit du village où on est sûr de trouver le bûcheron. C'est le foyer. Le foyer, le grand foyer de la grande hutte centrale qui servait à la fois de dîner, de banquet, de salle de mariage, de réunion, de logis et de coin à boire. Et taverne, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et de coin à boire. Le bûcheron rigola d'un rire tonitruant. Ricana-t-il. Te prêter ma hache? Eh bien, soit, cuisinier. Ta demande, je vais l'honorer. Si tu honores la mienne... Tout ce que tu voudras, lui dit le cuisinier. Je cuisinerai un dragon, et pour le pourfendre, il me faut tâche. Qu'est-ce que tu veux? Fais-moi goûter un rat. Mais pas n'importe quel plat de rat. Je veux que ce soit le plat de rat le plus juteux que l'on ait jamais goûté. Ces petites vermines ont envahi ma cabane, et je souhaite me venger. Un rat, se dit le cuisinier. Quelle injure à ma cuisine. Je n'en ai jamais cuisiné, et ma foi, jamais je n'en cuisinerai. Un rat, quelle horreur. Mais j'ai besoin de cette hache. J'ai terriblement besoin de cette hache. Comment faire? Le cuisinier réfléchit. 3 jours et 3 nuits durant, il n'endormait pas. Stylé, ça c'est stylé. Il n'endormait pas. Comment faire pour cuisiner un rat sans cuisiner un rat? Il ne savait plus où il était. Quand soudain, la fatigue l'aidant, il se rendit compte qu'il était peut-être possible de tromper le bûcheron. Parce que le bûcheron, lorsqu'il rentrait à la taverne le soir, au foyer, pardon, lorsqu'il avait bien bu, était-il capable de faire la différence entre un plat cuisiné à base de rat et un plat cuisiné à base de poulet? Se dit alors le bûcheron. C'est étrange, ça a un goût de poulet. C'est ce qu'ils disent tous, répondit ainsi le cuisinier. C'est parce que c'est bien cuisiné. Très bien, tu as gagné. Je vais te dire où est ma hache. Prends les clés de ma masure et cherche derrière le miroir. C'est là que je la cache la plupart du temps. C'est là que tu caches ta hache, mais cela ne fait pas de sens. Ma hache est mon outil de travail. Il est vital pour mes besoins. Un miroir, les gens d'ici ne voient rien et ne souhaitent même pas se regarder dans la glace. Il se met en route avec sa hache, il doit y aller tuer ce dragon. Il se demande, mais où donc puis-je trouver un dragon? Où suis-je susceptible de trouver un dragon? Où est-ce qu'un dragon laisse des traces? Quel type de traces est-ce qu'un dragon laisse? Finalement, un dragon, et ce dragon-là en particulier, il trace derrière lui la mort. Oh, Il laisse la mort derrière lui,
est à son passage. C'est alors que le cuisinier se dit que le meilleur endroit où il aurait des chances de trouver des indices pour se diriger vers le dragon, c'était de se rendre à des endroits de mort terribles que sont les champs de bataille. Oh, il va sur un champ de Il va bataille. sur un champ de bataille. Champ de bataille, très bien ça, bien sûr. Par chance, les deux royaumes voisins et limitrophes de son petit territoire et de sa petite forêt natale étaient entrés dans une guerre terrible qui durait depuis des centaines d'années. Plus personne ne se souvenait pour qui il l'a menée. Plus aucun souverain ne se souvenait pourquoi il l'avait commencé. Et aucun des peuples n'osait aller à l'encontre des deux tyrans qui les envoyaient à l'abattoir sans fin, animés seulement par la haine et la colère de vouloir venger les siens. Donc sur ce champ de bataille, il se trouve donc sur les traces de ce dragon, il le localise et il va à sa rencontre. T'es pas Il riche rencontre du ce dragon qui évidemment le prend de haut en le voyant arriver, mais T'es qui pas est donc riche du con. ce cuisinier avec son tablier de cuisine et sa hache qui ne correspond en rien à son savoir-faire. Il ressemble à un boucher, mais qui la manie mal cette hache, il n'est pas bûcheron, ça se voit, mais quel peintre. Qu'est-ce qu'il fout là? Et il se dit, qui es-tu donc, Manan? Que viens-tu me chercher? Le cuisinier se dit T'es donc pas riche du con. que s'il a une seule chance de venir à bout de ce dragon, que ce dragon accepte le combat, c'est de le défier dans un concours. Tu ne le crois peut-être pas, mais je suis venu ici pour te dévorer moi aussi. Ce sera un concours pour savoir qui dévorera l'autre. Mais avant de commencer, le concours sera simple. Nous devrons savoir qui est le meilleur cuisinier. Qui peut transformer une viande infâme en mets délicat. Et, étant extrêmement fair-play, le dragon accepta. Le cuisinier, obnubilé par son rêve, sortit sa marmite et dessina. C'est moi qui ai lancé le défi, c'est donc moi qui commencerai. Il mit son bras au-dessus du chaudron, dont l'eau bouillait déjà, et se trancha le bras gauche d'un geste vif de la hache. Plouf! Fit son bras qui s'enfonça dans les tréfonds du chaudron. Et tu sais, le mec, même pas, il flanche, tu sais, Ouais, puis il le coupe net, tu sais, il utilise les dents pour faire un vieux garrot à l'arrachasse. Et tu sais, il commence à cuisiner son propre bras pour prouver au dragon que le dragon, c'est pas un master chef, tu vois. Putain, mais c'est One Piece. Tu sais, c'est le prof à Sanji qui se coupe un pied comme ça, tu vois. Non, c'est ça, C'est ça. stylé, ça. Le cuisinier a ainsi un bras dans la marmite et le deuxième qui touille cette marmite avec la hache pour montrer sa détermination à ce dragon qui se dresse devant lui. Il a le bras qui saigne même s'il a fait un garrot de fortune. Il a le regard déterminé, le regard de sang fixe le dragon. Alors qu'il cuisine son Alors qu'il propre bras. cuisine son propre bras, le dragon qui, souhaitant montrer à ce cuisinier qui n'est pas impressionné par cette démonstration de force, décide de battre des ailes pour commencer à faire monter le brasier. Et alimenter les Et flammes alimenter du les chaudron. flammes. C'est beau joueur, Pour c'est faire, beau joueur. voilà. Seulement voilà, petit à petit, le bois autour de lui commence à s'enflammer, les branches commencent à s'enflammer, s'installe une véritable fournaise. Véritable Cinématographiquement, c'est incroyable. Le problème, c'est que ça brûle le cuisinier dans toute la partie du dos, fait qu'il devient un véritable blessé. Et au milieu de la tempête, de la fournaise et du brasier, Le cuisinier continuait de touiller, inlassablement, alors que sa chair commençait à bouillonner à l'arrière de son dos et que la peau se décollait, que ses cheveux frisés, puaient dans tout l'ensemble. Il termina de donner un dernier coup de cuillère, regarda le dragon et lui dit « C'est prêt !» Le dragon, beau joueur, voulut goûter la mixture du cuisinier. Il pencha la tête et commença délicatement à laper la surface de la marmite. je dois reconnaître que c'est délicat. Tchac ! Fit le bruit de la hache du cuisinier qui trancha net la tête du dragon qui s'écoula dans la marmite. Plouf ! Fit la tête du dragon décapité alors qu'il avait fait une seule bouchée du ragoût du bras du cuisinier. Le cuisinier regarda la forêt autour de lui qui dessinait un cercle de flammes et de fournaises, du brasier et de cendres qui s'élevait dans les airs pour se moquer même des dieux et cuire le paradis sous le feu de l'enfer. Il leva les yeux au ciel, prit sa cuillère, la plongea dans sa marmite et se remit à touiller d'un air satisfait. C'est incroyable ou quoi? La morale, peu importe les ennemis, peu importe les dangers, peu importe les intempéries, peu importe les destinées, rien ne peut arrêter un homme déterminé. Il était une fois un enfant. Cet enfant n'était pas comme les autres. Il était isolé, distant, froid par rapport aux autres enfants qui jouaient dans les prés. Car en réalité, il était extrêmement, mais plus que le diable lui-même, jaloux. Jaloux des autres, jaloux de l'amour de leurs parents, jaloux des jouets, jaloux de leur rire, jaloux de leur existence même. Il voulait tout et rien ne le rassasierait jamais. Il était jaloux parce qu'il voulait absolument tout. Et en fait, cet enfant, il était jaloux, mais du coup, ça le rendait cruel. Cruel. Jaloux et cruel. Il était tellement cruel qu'il voulait toujours
toujours être le premier pour pouvoir faire les pires choses à tout le monde. Et donc tous les jours, à l'aube, il se réveillait avant tout le monde pour essayer de trouver les personnes qui dormaient encore et leur faire des crasses pour préparer ses prochains tours. Oh là là, il était matinal, il était cruel, il était jaloux, il était l'homme politique parfait. C'est un enfant. Le problème de tous ces coups tordus, c'est que les villageois et les villageoises subissaient tous les jours. Des enquêtes étaient menées par la police, diligentées par le shérif, mais rien ne disait jamais. Oh, il laisse pas de traces en plus. Il est fort, il est la main fort. dessus. La raison, c'est qu'il ne vivait pas en ville. En réalité, il se réfugiait dans une grotte. Grotte aux abords de la ville, où il accomplissait ses méfaits et ourdissait ses noirs desseins. Cette cachette est parfaite, pensa l'enfant démoniaque. Personne ne me trouvera jamais ici. Je pourrai accomplir le mal que je souhaite. Et alors, tout ce que ces minables ont et qui devrait me revenir de droit sera enfin à moi. Mais si cet enfant était si mauvais, il y avait une raison. Pourquoi un enfant serait si jaloux, si cruel, si méchant, si manipulateur? La vérité, mais à 4 ans, il avait connu quelqu'un et il a eu le cœur brisé. Oh, le cœur brisé stylé. Parce que, S'il en était fait, aussi quand méchant, il avait si 4 cruel, ans, si il s'est fait briser machiavélique, le cœur. c'est parce qu'à la moitié de sa vie, 4 ans et demi, son cœur fut brisé en 1000 morceaux irréparables. Oui, il était amoureux d'une personne. Cette personne l'a rejeté. Impossible que les regards se tournent vers lui. Ça datait de l'époque où il était terriblement Pauvre. À cette époque, abandonné par ses parents, il errait dans les rues de la ville en haillons, rejeté, mal aimé de tous, se nourrissant de racines qu'il grattait à même la terre le jour et d'eau boueuse qu'il trouvait dans un marécage la nuit. Il fut recueilli par une seule personne qui lui donnait de l'affection, le bûcheron qui autrefois habitait la caverne qu'il occupe actuellement. Et donc ce bûcheron s'est occupé de lui pendant les premières années. Et ce petit garçon, il pensait avoir trouvé un papa en ce bûcheron. Un père adoptif, un père de substitution, un adulte, père adoptif. quelqu'un sur cette terre qui en avait quelque chose à faire. Tout à fait, et c'était beau. Il avait enfin quelqu'un pour le sauver. Oh oui, dis-moi comment il va être trahi. Oui. Et là, ce bûcheron, il aimait bien se faire des soupes et il voulait avoir quelque chose d'assez bon. Et il recherchait des ingrédients très très particuliers. Oh non. Et donc il y avait quelque chose qu'il aimait bien, c'était Les enfants. les yeux. Les yeux. Et Oh. donc c'est là qu'il a décidé de faire un potage avec les yeux de l'enfant et que l'enfant est devenu aveugle. Il est aveugle. C'est ce jour-là, alors qu'il se faisait énucler par son père adoptif, incapable de se défendre par les bras puissants, musclés et poilus du bûcheron fort qui tenait le pauvre enfant, qui ne pouvait rien faire et ne voyait que le regard se détacher de sa propre vue et se désaxer de l'autre regard et de l'œil qui restait dans son orbite, qu'il entendait le bruit de la marmite et il n'oublia jamais le ciel bleu d'un bleu azur se transformer en rouge sanglant carmin par ses yeux qui éclataient dans ses orbites pour ne laisser place qu'à une obscurité qui engloutissait tout, comme lui le ferait avec le monde dans quelques années. C'est ainsi que lui fut révélée la vérité. Le monde pour lui n'était que cruauté, alors il ne serait que cruauté pour le monde. Il est fort, il est fort. C'est il est stylé. fort. On a Et presque pourtant, 7 malgré la douleur, malgré le sang, malgré le carnage, malgré les ténèbres engouffrantes et éternelles, rien ne lui rendrait jamais la vue. Putain, c'est beau. Ça donne de l'inspiration. C'est beau, putain. Il était une fois un roi. Un roi sacré. Un Mais roi de droit divin. Mais les dieux l'avaient choisi par dépit, car en réalité, autrefois, il avait un frère que Dieu aurait choisi. Et cette histoire, nous pouvons la retrouver dans un livre. Le roi ne niait pas que les dieux l'avaient choisi en second rôle et pleurait son défunt frère. Cette histoire était célèbre dans tout le royaume, et le roi, par piété et par humilité, força tous les bibliothécaires du royaume à au moins avoir 10 exemplaires du livre de l'histoire du frère autrefois perdu depuis longtemps. Malheureusement, pour se procurer ce livre, il fallait être riche. Fallait être riche, Oui. il était à l'époque extrêmement cher. Et le roi insista. J'en veux 10 par librairie, hurlait-il à ses comptables et à ses serviteurs. On honorera mon frère perdu et honoré comme j'honore les dieux. Le comptable, lui, était un peu sur le cul.
Tout ça pour un frère jumeau que la reine-mère autrefois avait simplement abandonné sur un rivage à cause d'un mauvais présage, se lamentait-il alors qu'il partait faire la comptabilité du château. Et donc ce rivage, très connu, se trouvait proche d'une très grande et connue aussi falaise. Aucune chance que le bébé n'ait survécu, se Aucune. dit le comptable. Aucune. Le conte est très clair là-dessus. Il n'a pu que périr et il mourut. Ce qu'il ne savait pas, c'est que pendant qu'il parlait, un homme loup, aux traits similaires au roi, vivait paisiblement dans la forêt de baies et d'eau fraîche. C'est Rexar. Ouais, c'est pas mal. C'est avec la tête Ouais. Et dans cette forêt, nous pouvions voir au fond, après plusieurs arbres, des souterrains. Des souterrains anciens qui prédataient le royaume même, creusés par les dieux eux-mêmes. Et le roi ne démordait pas. Ces livres paraîtront, hurlait-il à son comptable. De gré ou de force, j'enverrai l'armée s'il le faut. On aura mon frère perdu, car après tout, je n'ai pas pu le secourir. Le comptable répondit à son roi. Et votre Altesse, vous n'étiez alors qu'un bébé, vous non plus. Vous n'auriez rien pu faire. Silence, hurla le roi. Le comptable rajoute, et surtout, dans cette rivière, il y avait un gigantesque et très ancien serpent de mer. Et monseigneur, savez que pourtant comme moi, il est écrit dans le livre que votre mère vous contait. Il Ça a été rappelle mis dans le la livre. rivière, il a suivi le courant, est tombé de la falaise dans le torrent et s'est sans doute fait avaler par le gigantesque serpent de mer. des mers. Maudite créature, maudite soit-elle, elle, ainsi que ma terrible belle-mère qui a sacrifié mon frère. Pesta le roi, alors que le comptable courut hors de la salle du trône, alors qu'il lui restait encore sa tête. Il est possible que si nous allions dans la grotte, par-dessus les plaines, nous pouvions trouver trace de ce qu'a pu faire la belle-mère, vu qu'elle a fait... Oh, derrière la cascade se trouve la grotte. Et le serpent de mer la garde, monseigneur. Nous aurions dû l'explorer. Nous aurions peut-être trouvé trace de mon frère bien-aimé. Pleura le roi de colère. À quelques centaines de mètres du palais, au fin fond d'une simple taverne, se trouvait un habitué qui savait lire et regarda au mur l'affiche qui citait « Grande récompense, 100 000 pièces d'argent à celui qui retrouvera le sosie du roi. » Donc ce sosie du roi, maintes rumeurs nous laissent à penser qu'il pourrait se trouver sur une petite île. L'habitué pilier de bar, qui avait un peu plus de matière grise que les autres, c'est pour ça qu'il passait ses journées à boire plutôt qu'à travailler, se dit « S'il est tombé dans le lac du serpent de mer, il n'aurait pas pu survivre, à moins que... » Dans le livre, il est écrit qu'il aurait pu aller dans la grotte maudite, où s'abritait le serpent de mer. Mais ce qu'ils oublient, ce sont les presqu'îles et les petites îles qui constellent ce lac. L'enfant aurait pu dériver dessus. Et alors, peut-être, pensait-il déjà, en sentant les pièces d'argent dans ses mains, en les goûtant de ses lèvres et en les entendant teinter à ses oreilles. Et cet ivrogne n'avait pas tort, car en effet, une vingtaine d'années plus tôt, l'enfant abandonné, qui était à peine capable de ramper, avait bel et bien dérivé sur une île. Et c'est à ce moment-là qu'il avait marché à quatre pattes, qu'il avait bu de l'eau, à même des flaques boueuses du sol, et qu'il avait mangé les fruits des baies qui poussaient sur cette île. Une fois un peu plus adulte, il avait construit un radeau et avait rejoint la forêt qui faisait face au lac maudit. Là, il faut que notre roi, il faut qu'il se mette à la recherche. Il faut qu'il continue. Et peut-être que pour ça, ce roi sacré, le droit divin par les dieux, décide d'être aidé par un écuyer qu'il connaissait depuis très longtemps. Qu'on appelle mon écuyer! Hurla le roi. L'écuyer, habitué, alla voir son souverain. Monseigneur, lui dit-il. Écuyer, tu as toujours été de bons services, et désormais, tu seras peut-être de meilleurs conseils que ces inutiles et pusillanimes conseillers. Que me conseilles-tu pour retrouver mon frère? Fais attention, ceci est ta dernière chance avant de perdre ta tête. Monseigneur, vous savez que je ne vis que pour vous servir, et je vais essayer par mes maigres moyens. Vous avez tout essayé pour retrouver votre frère. Oui, j'ai publié un livre, j'ai envoyé des gens, j'ai exploré chaque centimètre carré de cette maudite contrée, et pas une seule trace de mon frère bien-aimé. Si vous ne pouvez pas aller jusqu'à lui, peut-être pouvez-vous le faire venir jusqu'à vous? Je vous conseille, mon roi, d'organiser un grand tournoi. S'il a hérité de votre esprit guerrier, il ne saura y résister. Le roi fronça les sourcils, devint tout rouge. Une veine s'apprêtait à exploser sur son front et éclata d'un immense éclat de rire. Un tournoi, hein? Bien joué, écuyer! Pour ce tournoi, nous aurons besoin qu'il soit attractif, de faire venir les plus grands guerriers et surtout que les gens les plus lointains puissent venir de ce tournoi. Il sera ouvert à tous et à toutes. Ce tournoi recouvrira tous les horizons et tous ils seront présents sous peine d'exécution. Pour le gagnant, une montagne de bijoux.
Pour le perdant, la mort, l'humiliation, où on le pendra par le cou. L'écuyer, sans coup férir, se hâta. Fit-il en utilisant son clairon sacré. Réveillez-vous, messagers! Un message du roi. Il doit être porté dans les contrées les plus lointaines ou celles qui se trouvent là. Les messagers, réveillés aussi violemment et peu habitués à ce genre de missive instantanée, se levèrent et se hâtèrent de porter le message du roi. Grand tournoi organisé, le plus grand des tournois et le plus sélectif, car celui qui allait vaincre serait le champion de tous. Le message fut porté si loin et si fort que même un homme à l'orée de la forêt l'entendit du bout de son oreille. Grand tournoi organisé par le roi! L'homme sauvage, qui avait appris quelques mots en espionnant d'autres êtres humains, mais n'ayant jamais osé venir leur parler, regarda toutes ces affaires. Qu'avait-il? Un pagne de feuilles, une corde tressée et un simple couteau taillé dans un os de bête. Et il se dit... Tu sais, il a juste un couteau de silex, c'est Rahan. Et donc là, on est bien. T'as Rahan qui vient dans un tournoi avec des mecs en chevalier et tout de ouf. Mais là, on est bien, on est raccord. Rahan, il arrive avec son pagne. Donc le frère, l'homme sauvage, muni de son couteau extrêmement aiguisé, parti prendre la route pour ce grand tournoi, de manière totalement inconsciente. Comme s'il était attiré par une destinée liée. Il se tourna vers une simple grenouille et lui demanda « J'ai entendu parler du tournoi, mais où se trouve-t-il? Réponds-moi, toi qui as l'habitude d'être vers les hommes. » lui dit-il à la petite grenouille. La rainette lui répondit « Le tournoi? Bien sûr que j'en entends parler. Il se trouve là-bas. C'est tout facile, c'est tout droit. » Il se mit sur la route. Cette grenouille lui indiqua donc le bon chemin et il se mit en route. Mais une fois tournant le dos à cette grenouille, nous aperçîmes que c'était en fait une fée. Et une fois le dos tourné, la grenouille se transforma En et fée. se révéla être une fée. Et oui. Elle était une envoyée des dieux et elle avait guidé le frère vers sa destinée renouvelée. Le tournoi eut lieu, une immense compétition. Combat à l'épée, combat à l'arc, mais la plus grande et presque la seule discipline qui comptait était la joute. Sire de Montescouille était censé être le vainqueur. Il avait tout pour lui. La jeunesse, la beauté, l'arrogance, la fraîcheur, un cheval harnassé, une lance acérée. Et face à lui se trouvait simplement un homme sauvage, couteau en pagne d'os. et un couteau taillé dans un os acéré. Il chargea en ricanant. « Ha ha, cet homme ne fait pas le poids !» Alors que son cheval s'élança à pleine vitesse sur l'homme quasiment sans défense. Et quasiment, c'est comme presque. Sire de Montecouille ce jour-là gagna presque. Un léger détail vint entacher sa victoire. L'objet acéré qui se situa dans sa jugulaire après sa passe, qui n'avait pas touché l'homme sauvage. Son sang et sa vie s'écoulèrent dans l'arène et ses jours se terminèrent dans une immense acclamation du public qui se réjouissait de voir un homme à la fois si beau, si grand, si honorable, si riche et si puissant périr et mourir des mains d'un gueux comme eux. Le roi s'approcha de l'homme sauvage. Il faisait la même taille. Ils avaient la même couleur de cheveux, la même largeur d'épaule. La seule différence qu'on pouvait voir était les innombrables cicatrices qui scaraient l'homme sauvage. Il lui écarta les cheveux d'un revers tendre de la main et lui dit « Mon frère, je t'ai trouvé. » Il s'agenouilla, lui tendit la couronne et ensemble, ils régnèrent comme les dieux le voulaient. Voilà, c'est stylé! La morale, rien ne sert de forcer le destin, il se présentera quand il le voudra. Il était une fois un prince qui habitait des contrées malodorantes. Des contrées malodorantes. Eh oui. Des contrées pestilentielles. Des contrées presque empoisonnées pour les gens qui n'y habitaient pas depuis leur naissance. Tellement empoisonnée qu'elle regorgeait de marais, de forêts, mais aussi de volcans. C'était une terre désolée, Et inhospitalières. dans laquelle on pouvait trouver parfois des flammes, du feu sortant des montagnes. Mais le feu n'aidait en rien dans cette contrée désolée et au contraire prodiguait de l'empoisonnement supplémentaire. Car toutes les particules qui s'élevaient dans l'air pour retomber en pluie acide contaminaient le reste de la contrée et des contrées environnantes. C'était vraiment une terre maudite, abandonnée par les dieux eux-mêmes. Il n'y faisait pas bon vivre. Et d'ailleurs, le prince lui-même, enfin, le disait-on, le prince était mourant. En même temps, vu la gueule de la terre, Le prince était mourant. Son état
alité, bleu, presque vert, aux couleurs de sa propre terre natale, semait une zizanie monstrueuse dans le peu de palais et de serviteurs qui lui restaient. Qui aura la succession? Qui héritera donc du royaume quand le prince sera mort? Pensèrent-ils déjà en se frottant les mains, tels des vautours tournant autour d'une proie. Seulement voilà, le prince savait que la cour discutait, que ça complotait. Ça parlait mal, ouais. Ça parlait très mal dans son dos. Et c'est ainsi qu'il réfléchissa à monter un stratagème et tenda un piège. Un piège. Et tenda un piège à toute sa cour. Trop occupés à se quereller les uns les autres et à se répartir entre eux les pièces et les fragments du royaume qui se briseraient à la fin de la vie du pauvre R, ils ne remarquèrent jamais le piège monté par le prince. Prince qui finalement organisera lui-même sa succession avec ce qui lui restait de fidèles. Qui organise? Ah, très bien. C'est ça. Et c'est ainsi que, à la mort du prince, alors que l'intendant, le comptable, le sergent-chef, non mais tout le monde, et tout le monde s'avancèrent pour se disputer le trône, la femme de chambre du prince, qui avait assisté à ses derniers instants et qui s'occupait de lui depuis qu'il était tout jeune, la femme qui avait été une véritable mère pour lui, s'avança et dit: j'ai ici un document signé de la part de mon prince. Il dit que c'est moi qui hériterai du royaume. Et à partir de ce jour, nous commencerons un grand nettoyage et peut-être bougerons les portes du palais. Et c'est ainsi qu'en ce jour, impuissant devant le dernier vœu du prince, signé par son décret royal et son sigil indomptable, la princesse déclara que l'entièreté du royaume devrait déménager. Les lieux, parfois, les lieux comme les hommes meurent. Et il est important de savoir avancer. Parce que finalement, à la fin, on déménage tous. Bravo. C'est tout. Une deuxième? Non mais t'as trop d'énergie toi. Bien sûr. Super. Évidemment. Il était une fois une petite grenouille. Cette grenouille n'était pas très différente des autres. Elle était même un peu plus petite, un peu plus verte. Elle avait quelques taches sur le dos. Mais elle avait quelque chose que les autres grenouilles n'avaient pas. Elle était extrêmement chanceuse. Tout lui tombait sur les cuisses de grenouille. En plus d'être chanceuse, elle était connue pour ses grands genoux. À tel point que ses sujets la respectaient tellement qu'elle lui avait construit un sanctuaire. La grenouille, elle est influenceuse en fait. Un sanctuaire pour vénérer la grenouille chanceuse aux grands genoux. Grenouille chanceuse aux grands genoux, qui a une particularité, c'est d'être plus chanceuse que les autres et qui a des followers. Je suis désolé, mais elle fait Twitch, la grenouille. Et il y a un sanctuaire. La grenouille, c'est amourante, je suis désolé. Écoute, elle barbote. Je lui souhaite autant de succès. Ouais, pourquoi à cette grenouille. Ça, elle vend l'eau du marais, enfin c'est impeccable. C'est ça, exactement, elle vend l'eau du marais. Il avait construit un sanctuaire. Ce sanctuaire se situait là où naissait le ruisseau qui donnait lieu au lac et au marais où habitaient toutes les autres grenouilles, au pied de la montagne. Seulement voilà, de plus en plus de gens voulaient venir visiter le sanctuaire de la vénérée grenouille et un véritable pèlerinage s'était organisé autour de cette montagne. Souvent, on retrouvait dans les forêts environnantes des voyageurs, des voyageuses, de toutes races, de toutes sortes, mais le sanctuaire était difficile à trouver. Ainsi, beaucoup de voyageurs se retrouvaient perdus en voulant aller chercher le sanctuaire. Un des suivants de la petite grenouille, qui savait pertinemment où se trouvait le sanctuaire, mais savait aussi où se perdaient les autres animaux de la forêt sur la route menant à ce sanctuaire, était un immense crapaud. Un crapaud gigantesque, empoisonné, en proie à donner aux animaux de la forêt les plus pires hallucinations si elles osaient lécher son dos. Il était veineux, pustuleux, avec un ventre et un gorgelet immenses. Oh non. Ce crapaud, opportuniste, avait ouvert une taverne dans les endroits les plus probables où se perdraient les animaux de la forêt afin d'encaisser les profits au bon goût de la petite rainette. La grande grenouille était tout à fait consciente du business juteux et crapuleux du crapaud. Elle prenait 30%. Non, pas du tout. Ça ne lui plaisait pas vraiment, car la déesse grenouille voulait elle-même vendre des boissons au sanctuaire. Et oui, c'était de la concurrence, de la mauvaise concurrence. Alors, un matin, on ne sut pourquoi, on a fini par retrouver la grande grenouille vaincue. Le crapaud. Et elle a fini par être chassée du royaume naturellement. Le crapaud fut retrouvé mort sur le dos au milieu du marais. Un crime sans criminel, aucune trace. La seule preuve qui restait était un petit couteau qui avait été taillé dans une griffe de loup. Comment était-ce possible d'avoir pu commettre un acte aussi horrible en secret et un acte qui, avec une telle arme, paraissait tout à fait inconscient? Et pendant que tout le monde se penchait sur le cadavre du crapaud, la petite rainette était descendue de son sanctuaire dans la montagne pour aller à la taverne, donner un spectacle et petit à petit séparer tous les biens personnels que le crapaud possédait afin de se les approprier. C'était la première fois que l'on assistait à un crime dans la montagne du pèlerinage de la Grande Grenouille. Rien ne serait à nouveau jamais pareil. Rien ne serait à nouveau jamais pareil. La plupart des visiteurs ne vinrent plus et repartirent effrayés par la situation.
C'est stylé. N'ayant plus personne qui venait ainsi visiter son sanctuaire, petit à petit, les habitués de la taverne se tarirent, les pèlerins n'arrêtèrent leur pèlerinage, plus rien ne venait, il ne restait plus à la petite grenouille que l'eau de son bain pour pleurer. Évidemment. Et la morale ? Alors là, ça va être chaud là. La morale, si tu es influenceuse et influencé, ne tue pas tes abonnés. Ne tue pas tes concurrents. Surtout si ce sont tes abonnés. Ne tue pas- Mais la prochaine fois que quelqu'un utilise ton image, prends pas un couteau, appelle un avocat. Exactement. Bien mal employé, celui qui se fait justice soi-même. C'est ça. Qui perd l'eau de son bain se prend le burin.